Coucou YouTube, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo qui arrivera un petit peu tard chez vous parce que je la tourne la veille d'un départ de quelques jours de vacances. Donc je la posterai à mon retour. C'est un litté rétro spécial année 1963, voilà, puisqu'on est actuellement à l'heure où je tourne et que je suis en live, on est le premier jeudi du mois, donc c'est le jeudi du litté rétro. Et bah écoutez, alors j'ai pas fait une grosse sélection, justement parce que je pars demain matin et j'avais pas envie de rester tard parce qu'il y a encore des choses à préparer et puis j'ai envie de me coucher tôt. Donc heureusement, pardon, mon PC de boulot se déconnecte tout seul, on sait pas pourquoi. Heureusement, c'est pas une année super prolifique, 1963, je sais pas pourquoi. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, franchement. Alors, oui, il y a deux, trois bangers, hein, mais franchement, par rapport à d'habitude, c'est vraiment peu. Et du coup, j'ai vraiment restreint au max. J'ai fait, bon, allez, déjà la sélection, de toute façon, elle est pas ouf, je vais pas en rajouter. D'habitude, d'ordinaire, j'aurais rajouté des trucs histoire d'étoffer, mais là, bon, voilà. Du coup, il y en a que 19. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. C'est déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, ben, on va attaquer, hein. On va attaquer avec déjà les petites statistiques qui sont prêtes. Grosse domination des États-Unis. Tellement de domination des États-Unis que les autres, les autres pays, ils ont un seul livre qui les représente, c'est tout. Après, j'ai remarqué, hein, dans les années 60, à chaque fois, il y a beaucoup de... Je pense que c'était la guerre froide et il y avait il y a beaucoup de SF, surtout. C'était vraiment l'époque de la SF américaine et du coup, bah voilà, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Ouais, c'est possible. Il y a Karine, elle fait toujours un petit pronostic de qu'est-ce qui va tomber. Oui, bah là, il y a des chances, hein, pour le coup. Voilà, donc oui, la SF, c'est pour ça que la SF est bien représentée. Bon, on n'est toujours pas dans la parité, hein, un quart d'autrice seulement, c'est pas foufinou. Et alors voilà, sachez que je ne mets pas de tome 2, 3, 4 et tout ça, sauf exception. Mais là, du coup, je les ai volontairement éliminés pour faire moins de choses. Donc normalement, il n'y en a pas. Et bah, let's go. Let's go, let's go. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Les Anneaux de Bicêtre de Georges Simenon. Voilà, donc auteur très connu, hein, notamment pour son inspecteur Maigret, hein, Simenon, donc auteur belge de polar. Là c'est un one-shot. Alors désolé, je vais gling-glinguer un peu, parce que j'ai mis mes boucles d'oreilles du calendrier de l'Avent. Donc dans cette histoire, on va suivre René Maugras, qui est un des magnats de la presse parisienne, qui a eu un accident. En fait, il a été frappé d'hémiplégie alors qu'il venait de faire un grand déjeuner avec ses amis, qui sont tous plus ou moins des célébrités dans leur domaine. Donc il est paralysé et il va être placé à Bicêtre, qui est une espèce de domaine, en fait, un gros domaine, sous la surveillance d'un grand neurologue. Donc il est privé de l'usage de la parole. Voilà, il a plus de contact avec le monde extérieur. Mais un jour, voilà, son bras droit va commencer à s'agiter de façon spasmodique et sa joue va commencer à se gonfler, en fait, de façon aussi un peu, comment dire, mince, j'ai pas le mot là, je cherche le mot. Bref, de façon un peu aléatoire, c'était pas le mot que je voulais dire, mais voilà.
Et donc voilà, on va suivre un peu. Alors c'est censé être un polar, hein. J'avoue que là j'ai un peu du mal à voir. Je veux pas trop en lire parce que je veux pas me spoiler, même si je n'ai pas spécialement prévu de le lire, mais bon. Voilà, donc je sais pas en quoi c'est un polar là-dessus, mais c'est un polar. Et il y a eu il y a eu un téléfilm qui est sorti, téléfilm français, mais voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus sur ce livre-là. Mais je pense qu'il va y avoir certainement justement une intrigue autour de sa paralysie, etc. Et j'imagine que peut-être que il va... Je sais pas, non, je vais pas faire d'hypothèse à la con parce que j'en sais rien. Bref, oui, oui, c'est totalement polar, mais il est classé comme polar, hein, Il est classé comme polar ce livre-là, mais je sais pas en quoi c'est un polar là, au vu du synopsis. Voilà. T'as lu Le Chien jaune de cet auteur, c'était sympa. Ouais, moi j'ai jamais lu non plus. J'avoue que bon, je suis pas très fan des vieux policiers, a fortiori francophones en plus. Voilà, c'est pas mon grand kiff. Coucou Elsa, comment ça va? Donc, on parlait de chat tout à l'heure, t'étais pas là. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, alors on reste dans le polar roman noir avec Les Arnaqueurs de Jim Thompson, que vous devez certainement connaître pour son film, parce que souvent, voilà, il y a souvent des livres que je présente dont le film est plus connu que le livre. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre un petit escroc pardon, qui s'appelle Roy, qui doit faire, qui a un dilemme en fait, soit devenir honnête, soit continuer son activité illégale, parce que ça l'occupe, mais ça l'empêche de mener une vie normale. Voilà. Et en fait, on va suivre aussi 3 femmes qui gravitent autour de Roy. Ah, t'as vu le film? Donc il y a sa mère Lily qui est aussi arnaqueuse. Et en fait, ouais, c'est un peu Lily, c'est un peu sa mauvaise conscience, on va dire. Vous voyez les deux petits diables, le petit ange et le petit diable sur les épaules, c'est un peu ça. Lily, c'est un peu le petit diable, quoi, parce que lui, il aime être arnaqueur comme sa mère. Mais le problème, c'est que, ben oui, au niveau sentimental, même professionnel et tout, ça l'aide pas trop. Et donc la deuxième femme, c'est Carole, qui a vécu la Shoah et qui veut absolument tenter de sauver Roy. Et puis enfin Moira, qui est un peu, on nous dit le double féminin de sa mère. Genre sa mère est visiblement pas féminine, je ne sais pas. Qui elle est un peu la femme perverse qui veut pervertir Roy. Donc voilà, il y a ces trois comme ça, c'est un peu les femmes sont un peu sont là pour influencer en fait Roy. Voilà, je sais pas trop si c'est sexiste ou si c'est féministe cette affaire-là, je n'ai pas lu ni vu le film. Donc ah, tu l'as lu Mathilde, t'avais bien aimé. OK. OK, OK. Eh oui, t'as raté les chats. Est-ce qu'il y a des choses à dire en particulier? Donc, film avec John Cusack, qui a reçu 4 nominations aux Oscars en 1991. Voilà, apparemment, l'auteur ferait un clin d'œil à l'histoire du juge Roy Bean, qui est un personnage célèbre des récits du Far West. Bon. Voilà pour les petites précisions sur ce livre. Ensuite, on passe à de la SF avec Au carrefour des étoiles de Clifford D. Simak, donc qui est un auteur très connu et prolifique de science-fiction, auteur américain. C'est un récit qui avait été publié initialement en 2 parties. Sous le titre, voilà, parce que le titre original c'est Way Station, mais il avait d'abord été publié en 2 parties, donc sous le titre Here Gather the Stars.
dans un magazine. Et donc on va suivre dans cette histoire Enoch, qui est le héros, qui est un fils de fermier américain sans histoire, qui vit reclus dans une vieille bâtisse au fin fond du Wisconsin. Voilà, on dirait qu'il a toujours vécu là. Mais un jour, donc voilà, il s'entend, ouais, voilà, il se lie pas vraiment avec le voisinage et tout ça. Il est vraiment très solitaire. Voilà, c'est un homme très très solitaire. Mais un jour, il y a un homme, un agent de la CIA qui s'appelle Lewis, qui remarque que d'après les registres de l'état civil, Enoch Wallace, qui a l'air d'un trentenaire, aurait en réalité 124 ans. Et donc il va venir enquêter un petit peu autour de cette ferme pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là parce que déjà je trouve ça très très intéressant. Voilà, bon, on sait que c'est de la SF, donc forcément je veux pas en savoir plus. A priori, il y a quand même, c'est quand même un, je crois que c'est un space opéra, hein, donc voilà, on a quand même une histoire de, enfin, je sais pas si on a une histoire d'extraterrestre, mais en tout cas on a une histoire de voyage interstellaire. Il a été récompensé par le prix Hugo du meilleur roman. Donc le prix Hugo, c'est un prix qui récompense les livres de SFFF, hein. Oui, c'est vrai, c'est l'auteur de Demain les chiens que j'ai dans ma... Merci de le préciser, que j'ai dans ma palle d'ailleurs depuis très longtemps, Demain les chiens. J'ai toujours pas lu. Il est bien. Donne pas envie la couverture? Oui, oh bon, ça me choque pas des masses la couverture, ça va, ça fait SF. D'accord, c'est original Demain les chiens, ok. Donc prix Hugo du meilleur roman en 1964, du meilleur roman de science-fiction. Donc considéré comme un grand classique de la science-fiction. Et bon voilà, après il y a des petites critiques, mais pas plus. Moi j'avoue qu'il me donne bien envie en fait. Je sais pas, ce synopsis m'intrigue. Ouais, pour ça j'ai pas regardé ce que ça disait de plus parce que je veux pas en savoir plus. Ça me suffit. Ça me suffit pour me donner envie. Mais c'est vrai qu'il faudrait... Bon, celui-là, je l'ai pas. Il faudrait déjà que je lise Demain les chiens, hein. Ça serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. Ok, ok. Merci pour vos avis, du coup, les filles. Donc, voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, on reste dans la SF américaine. Et on retient, puisqu'on parlait de chat un peu plus tôt... Le berceau du chat de Kurt Vonnegut. Vonnegut. Je sais pas trop comment on prononce son nom, honnêtement. Alors, il n'y a pas énormément... J'avoue que celui-là, je l'ai mis parce qu'il y a le mot chat dans le titre. Et puis parce que Kurt Vonnegut, c'est quand même un auteur assez connu. Mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc, de quoi ça parle? On va suivre Jonas, qui est journaliste et qui fait des recherches pour les besoins de son livre sur l'un des pères de la bombe atomique. Le docteur Euniker, pas sûr de la prononciation non plus, qui a aussi découvert la glace neuve, qui est une sorte de solidificateur de l'eau à température ambiante. Je ne sais pas si ça existe vraiment ce truc-là, comme on est dans un livre de SF. Et Jonas va essayer de rencontrer le fils de Nicker, qui demeure sur une île dirigée par un dictateur. Et il va être assisté par un déserteur, on nous dit, et par un gourou qui prêche une proche apocalypse. Voilà, ça a l'air très, très what the fuck. Et on nous dit que c'est un roman, c'est un hommage à la stupidité et à la naïveté humaine. Voilà. Voilà, voilà. Et en fait, le berceau du chat, en fait, à la base, Cat's Cradle, c'est un jeu de ficelles, vous savez, les ficelles entre les mains, là, qu'on fait des figures et tout ça, c'est un très vieux jeu, c'est avant notre génération, hein. Mais du coup, ça s'appelle comme ça aux États-Unis et c'est cité dans l'ouvrage, donc voilà, quoi, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est l'auteur de Abattoir. Ben ouais, c'est vrai que je l'ai cité plusieurs fois, hein, cet auteur dans le Littérétro, parce que ouais, Abattoir 5, mais il y en a d'autres encore.
T'avais adoré Mathilde, cet auteur? Ok. Ok, ok. Et ben, pourquoi pas. Après, voilà, ça a l'air d'être un petit peu politique. Pas dans le sens politique, politicienne, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du coup, moi ça me rend curieuse, quoi, forcément. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. On reste dans les chats, même si on change totalement de style. Avec C'est la vie, mon vieux chat d'Emily Neville, qui est un roman jeunesse. Et donc voilà, qui a remporté la médaille Newbery de 1964. C'est le premier livre de cette autrice et c'est un roman illustré d'ailleurs. Et dans cette histoire, on va suivre Dave qui est un garçon de 14 ans qui grandit à New York, qui vit avec son père et sa mère qui est asthmatique. Et le problème, c'est que Dave et son père, ils ont tendance à souvent se disputer et du coup, ça aggrave les crises d'asthme de sa mère. Et un jour, après une dispute, Dave va se réfugier chez Kate, qui est une voisine âgée dont l'appartement est rempli de chats errants, la fameuse vieille dame au chat, quoi. Et Dave va adopter l'un des chats. Il va l'appeler Cat, donc le chat. Et le ramener chez lui. Et en fait, ce chat va amener un petit peu la joie dans le foyer. Ah, ça rappelle beaucoup les histoires japonaises sur effectivement la présence d'un chat dans le foyer qui va ramener le bonheur, où tout le monde va s'apaiser, etc. C'est un peu le même délire. Hein. C'est un peu le même délire. Voilà, ça a l'air très mimes. Ça a l'air très très mimes. Bon voilà, l'auteur il est même comparé à Mark Twain hein, quand même. Donc l'autrice, pardon, c'est une femme, c'est une femme. Putain, tellement pas l'habitude d'avoir des femmes dans les littérétros. J'en avais déjà oublié que c'était une femme. Oui, c'est une femme, mais parce elle a choisi de faire un héros masculin. Mais elle est comparée à Mark Twain, quoi. C'est fou. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit roman jeunesse qui a l'air tout mimes. C'était les livres de ton père et de tes tantes, la vieille SF. Ah oui, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, il y en a beaucoup dans les littérétros de la vieille SF, hein, ça c'est clair. Ensuite, allez, ben on passe à quelque chose de un peu plus classique entre guillemets, enfin même si au final c'est pas vraiment classique. Le Centaure de John Updike, je suppose, qui a reçu, oui, qui a effectivement obtenu le National Book Award en 1964. Et dans cette histoire, on est en 1946 et on va suivre George qui est un professeur de sciences et un quinquagénaire. Professeur de sciences dans un lycée et qui est en conflit avec sa hiérarchie. C'est une ancienne star de football et il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Mais voilà, bon, ces élèves ont pas vraiment de motivation, ils sont assez agressifs et ben du coup voilà, il essaye de, de faire son rôle de professeur parce qu'il faut bien qu'il fasse vivre sa famille. Lui, il est persuadé qu'il ne vivra pas, voilà, il vient d'avoir 50 ans, il est persuadé qu'il ne vivra pas beaucoup plus. Et voilà, il sent que son corps l'abandonne. Et on va suivre aussi son fils Peter, qui est un jeune adolescent de 15 ans, anxieux et complexé par un psoriasis important, et qui est étudiant dans l'établissement de son père. Voilà, et donc en fait, le truc, c'est que un jour, j'essaye de pas, j'essaye de voir si je spoil pas, mais je pense que c'est ça. En fait, donc, du coup, Georges et son fils partent tous les jours aux aurores pour aller l'un travailler, l'autre en cours. Et en fait, un jour, il y a des conditions climatiques difficiles et des problèmes mécaniques, et le père et le fils vont rester bloqués au lycée. Et du coup, ben, en fait, ils vont devoir
échanger, enfin voilà, et en gros ça va être, en gros c'est le livre d'une relation entre un père et son fils. Voilà, c'est marrant parce que ouais, j'ai lu 2 livres coup sur coup là récemment sur une relation père-fils. Et ben en voilà un autre. Voilà, père et fils coincés qui vont devoir bah, déjà trouver une solution pour sortir de là et puis devoir communiquer tous les deux. Donc on nous dit ouais, que c'est partiellement autobiographique, notamment dans le personnage du fils. Voilà, c'est apparemment lui Updike qui se reconnaît dans le personnage du fils. Et en fait, le roman, il a été assez critiqué à sa sortie parce que on est à l'époque dans une Amérique encore puritaine. Et apparemment, voilà, il y aurait visiblement de l'obscénité dedans, mais bon, apparemment c'est pas très, c'est pas réellement le cas, quoi. Je pense que les gens ont été choqués vraiment pour que dalle. Et voilà, et puis sinon, c'est évidemment, pourquoi je dis évidemment? Pas du tout évidemment, mais en gros, voilà, c'est très, le roman est comparé à l'œuvre Ulysse de James Joyce parce qu'il y a pas mal d'éléments mythologiques dedans. Voilà. Voilà, voilà. Et dernière petite anecdote, Nabokov, il a fait 2 fois allusion, directement allusion à ce roman et au personnage de Georges dans son livre Ada ou l'Ardeur. Voilà. C'était un personnage secondaire. Voilà pour celui-ci. Ah, on revient sur une autrice. La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est son seul roman. Sylvia Plath, elle est connue pour, en tant que femme de lettres. Elle, c'est plutôt une poétesse. Hein. Elle est plutôt une poétesse. Elle a aussi écrit des nouvelles et des essais aussi. Mais elle a écrit qu'un seul roman, c'est celui-ci. Voilà. Qu'elle a d'ailleurs tout d'abord publié sous un pseudonyme, le pseudonyme de Victoria Lucas, je sais pas. C'est un roman qui est un petit peu autobiographique, même si voilà, les noms de lieux et des personnes ont été changés. Et alors Sylvia Plath, elle est décédée, elle s'est suicidée en fait, et son roman il a été de nouveau publié quand elle est morte. Alors je sais quand est-ce qu'elle est morte? Ah oui, elle est morte cette année-là, d'accord, ok. Elle est morte en 1963. Ok, donc en fait ça a été publié vraiment... Ah oui, je vois 14 janvier 1963, elle est morte le 11 février 1963, donc c'est sorti pile poil avant sa mort. Et du coup, quand elle est morte, il a été republié, mais sous sa vraie identité. Voilà pour la petite histoire. Le truc, c'est que apparemment, voilà, il y a eu un procès en diffamation parce que bon bah elle dévoile, parce que même si elle a changé les noms, etc., elle dévoile des pans de la vie de certaines personnes, et notamment une personne qui a gagné son procès d'ailleurs parce que elle a attaqué en diffamation parce que dans le livre elle est homosexuelle. Alors, visiblement c'était pas le cas dans la réalité. Bon, évidemment aujourd'hui ça paraîtrait idiot d'attaquer pour ça, mais à l'époque c'était scandaleux, donc voilà. Ah ouais, c'est vrai, Elsa, t'as lu... ok. Ouais, moi j'ai très très envie de le lire, hein, celui-ci. Hein. J'ai très très envie de le lire, hein, pour le coup. Et donc oui, on va peut-être dire de quoi ça parle. Donc en fait, on va suivre Esther, qui est une jeune femme de 19 ans, qui est l'une des lauréates d'un concours de poésie. On retrouve la poésie. Et du coup, en fait, avec les autres lauréates, pardon, elles vont passer une partie de l'été à New York.
Et elle va se lier d'amitié avec Dorine, qui est une jeune fille un petit peu délurée. Pourquoi je lis ce synopsis-là? J'ai peur de trop en dire. Ouais, on va rester sur un truc un peu plus sobre. Donc voilà, et en fait, donc elle va passer pas mal enfin, elle va aller à des réceptions, des soirées, etc. Et en même temps, elle va se souvenir donc on va parler de son enfance, de son adolescence, de son passé d'étudiante, des amours qu'elle a connus, mais tout va basculer quand Esther va quitter New York, voilà, et elle va aller très très mal, aujourd'hui pas plus, je pense que ça suffit. Donc voilà, toile de fond, l'Amérique des années 50, et on va suivre cette jeune fille et son mal-être. Voilà. Et sachez que ça a été aussi inspiré par un autre roman de Shirley Jackson, donc l'autrice de La Maison Hantée, hein, qui s'appelle Hangsaman. Je ne connaissais pas du tout. Hangsaman. Qui date de 1951, qui suit l'entrée à l'université d'une jeune femme à l'état mental fragile. Donc oui, effectivement. Et donc voilà, on nous dit ça parle de dépression. Et on nous dit que ce roman est souvent considéré comme un roman à clé articulé autour d'un parallèle entre la plongée dans la folie de l'héroïne et les propres expériences de Sylvia Plath. Parce que Sylvia Plath, elle souffrait de troubles bipolaires. Voilà. Et il y en a même qui ont comparé ce roman à une version féminine du roman L'Attrape-Cœur de Salinger. De Salinger, d'ailleurs, je pense plutôt, mais que je n'ai pas lu. Mais bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, j'ai vraiment envie de lire ce roman. Il a aussi été adapté au cinéma d'ailleurs par Larry Pierce avec Marilyn Hassett. Je ne connais pas Larry Pierce, oui, mais... Donc voilà pour celui-ci. Et on reste dans le féminin, pour pas dire le féminisme, avec La femme mystifiée de Betty Friedan. Je ne connaissais absolument pas cet essai. Je l'ai découvert en faisant le littérétro, là, pour le coup. Donc, best-seller traduit en 13 langues, qui est considéré comme l'un des éléments déclencheurs de la deuxième vague féministe, car il dénonce la pression culturelle exercée par les psychologues freudiens, bon, ça c'est bien, les magazines féminins et la publicité pour construire l'image prétendument heureuse de la ménagère instruite des classes moyennes dans l'American Way of Life. Et donc, à la base, Betty Friedan, elle voulait juste écrire un article sur ce sujet, mais elle va pas trouver aucun magazine, aucun journal, aucun éditeur pour la publier, et du coup, bah, elle va faire son propre livre carrément, quoi. Voilà. Coucou Karine, comment ça va? Et donc, c'est un livre qui est basé, c'est un essai qui est basé sur une enquête par entretien qui a été commencée en 1957 lors de la réunion donc de l'autrice avec ses anciennes camarades de promotion, 15 ans après leur cérémonie de diplôme. Et du coup, voilà, elle va s'entretenir avec elle et ça va donner cet essai. Bon, après, voilà, tout est détaillé, donc... mais voilà, bon, je vous ai dit de toute façon de quoi ça parlait, hein, pression culturelle sur les femmes. Et donc, voilà, bon, écoutez, après, voilà, ça a été un livre qui a été très bien reçu. Mais cela dit, voilà, il y a Bell Hooks qui a fait une petite critique, quand même, en disant que c'était une approche trop étroite de la réalité des femmes, mais que c'était quand même utile pour comprendre les effets de la discrimination sexiste sur les femmes au foyer, diplômées d'université, blanches, mariées de la classe moyenne et supérieure. Voilà, c'est ça le problème, c'est que en fait, c'est du féminisme blanc, quoi. C'est du féminisme blanc bourgeois, quoi. Voilà. Forcément, Bell Hooks, elle est pas, elle est pas trop là-dedans, quoi.
Donc, et elle reproche à l'autrice évidemment de ne pas évoquer les expériences ou les besoins des femmes célibataires, sans enfants, sans foyer, non blanches ou pauvres. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu, je pense que ça va être le gros défaut, mais voilà, c'était l'époque, hein, évidemment. Donc voilà. Ah oui, on nous dit ouais, qu'à sa parution, La femme mystifiée a suscité les critiques de femmes qui identifiaient la thèse du livre à l'idée qu'une femme épouse et mère seulement ne peut pas s'épanouir. Ça, c'était un peu aussi le reproche que je faisais à Mona Chollet dans Sorcière. Parce que tu as l'impression que si tu réponds un peu à certains dictats du patriarcat, ben tu peux pas t'épanouir. Alors que ben si, il y a des femmes qui choisissent d'être mère au foyer, d'avoir des enfants, etc. et qui s'épanouissent très bien. Voilà, si c'est leur choix. Et en même temps, évidemment, on peut critiquer ce choix, mais c'est pas pour autant que. Donc oui, je comprends un peu le truc aussi. Bref, bon voilà, en tout cas, c'est intéressant et j'ai quand même envie de le lire. J'ai quand même envie de le lire. Bon voilà, évidemment, il y a des critiques conservatrices. Voilà, on a accusé l'autrice de vouloir détruire les familles américaines et le futur de l'humanité. Mais oui, parce que vous vous rendez compte, à cause d'elle, les femmes ne vont plus se marier et faire des enfants. Scandaleux. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Putain, franchement, ils vivent vraiment dans une dimension parallèle, hein, ces gens. Hein. Purée. Bon, bref. Un classique. Ah, ouais, c'est cool, Karine, ouais, pour les zombies. Moi, je sais pas du tout ce que je vais lire dans cette catégorie, honnêtement. D'ailleurs, enfin, petite parenthèse, non, je vous dirai après le dicté rétro, du coup, par rapport au calendrier. Mais... let's go pour la suite. Alors, on change de style avec Le Grand Voyage de Jorge Semprún. Enfin, je le prononce très mal. Qui est un auteur espagnol et on est dans un roman autobiographique, là, assumé, hein, cette fois. Alors, c'est un auteur espagnol, mais il a écrit en français, en l'occurrence, et donc c'est sorti en France aux éditions Gallimard. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre original, il n'y a pas de date de sortie en France, parce que voilà, c'est sorti directement en France. Et donc dans ce livre, en fait, il raconte le voyage de 5 jours qu'il va effectuer avec 119 autres détenus entassés dans un wagon de marchandises jusqu'au camp de concentration de Buchenwald. Et donc voilà, il va aborder aussi plusieurs étapes de sa vie, notamment la guerre civile espagnole et la résistance, mais aussi la libération et son retour en France. Et voilà. Donc, ben voilà, j'allais dire, j'ai plus ou moins tout dit. Bon. Bon, il nous raconte un petit peu, le livre, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment centré sur le voyage en train, hein, 4 jours et 5 nuits entassés dans un wagon de marchandises. Biographie un peu romancée quand même. Et donc voilà, ça enchaîne des fragments de souvenirs et plusieurs autres périodes de sa vie. Donc son arrestation en tant que résistant, la libération du camp, la rédaction d'une première version de ce livre, la vie après la guerre, la lutte clandestine contre le franquisme et la rédaction donc du livre 17 ans après. Donc voyage intérieur dans la mémoire et l'anticipation aussi de l'avenir du personnage principal. Voilà. Et donc, je lis parce qu'il y a des partis politiques aussi. Donc voilà, il a remporté donc le prix Formentor. J'avoue, je connais pas du tout ce prix. Et donc oui, voilà, en fait, les gens vont apprendre qui il est au moment où il gagne le prix, parce que personne ne le connaissait en fait, donc il va vraiment sortir de l'anonymat au moment où il gagne ce prix.
Et tous les franquistes ils disent mais qui c'est ce mec en fait. Et voilà. Voilà pour celui-ci, je pense que c'est... Bon, je sais pas trop si je vais le lire, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs pans de l'histoire qui sont, en tout cas de l'histoire, j'allais dire, totalitaire, on va dire, entre le franquisme et les camps de concentration, mais il y a d'autres choses aussi, la libération, etc. Voilà, il y a plusieurs aspects de l'histoire qui sont abordés dans ce livre. Ah, pourquoi c'est un auteur qui te fait peur, Elsa? Dans quel sens? Dans quel sens il te fait peur? C'est un communiste, hein, l'auteur. Il fait partie du PCE, Parti communiste espagnol. Donc d'où l'opposition à Franco. Hein. Voilà. Allez, je passe à la suite. Avec L'homme tombé du ciel de Walter Tevis. Donc Walter Tevis qui est l'auteur maintenant connu du jeu de la dame. Hein, et que ça a été adapté en série. Ça a remis l'auteur au goût du jour. Et Gallmeister donc réédite ses livres. Moi j'avais lu L'oiseau moqueur, qui est une dystopie. C'était pas mal, mais j'avais pas trouvé ça hyper original. D'accord, c'est plus dans l'écriture, ok. Et donc voilà, on retourne donc de la SF américaine, hein, le classique. Dans cette histoire, on va suivre Thomas, qui est un extraterrestre humanoïde venu sur Terre pour chercher à construire un vaisseau spatial afin de transporter d'autres de ses congénères depuis sa planète natale vers la Terre. Parce que sa planète, qui s'appelle Antea, connaît une terrible sécheresse à la suite de nombreuses guerres nucléaires et la population est tombée à moins de 300 habitants. C'est pas beaucoup. Du coup, leurs propres vaisseaux spatiaux sont inutilisables parce qu'il n'y a plus de carburant, parce qu'il y a eu 500 ans de guerre. Il n'y a plus d'eau, il y a presque plus de nourriture et une faible énergie solaire. Et donc Thomas, qui est doté, comme ses congénères, d'une super intelligence, il va être sélectionné pour cette mission parce que lui, il a la force physique nécessaire en fait pour évoluer sur Terre. Et donc voilà, il va arriver sur Terre dans l'état du Kentucky. Ah bah super. Et en fait, carrément, utiliser la technologie de sa planète pour créer et faire breveter des inventions. Et le but, en fait, c'est d'arriver à construire un vaisseau spatial qui permettra donc aux habitants de sa planète, hein, de venir sur Terre. Voilà, je n'en dis pas plus. Ça a l'air un petit peu barré, je trouve. Mais ça a l'air intéressant. Alors, sachez que je ne connaissais même pas le film, mais ça a été adapté en film, L'homme qui venait d'ailleurs. Voilà, le titre c'est L'homme qui venait d'ailleurs du film. Et le rôle principal, c'est David Bowie qui le tient. Coucou Aurélie, pas de soucis, bisous, bisous. Oui, c'est ça, c'est un peu vintage, ouais, voilà. Pour moi, l'oiseau moqueur, parce que je vois Elsa qui dit j'ai lu l'oiseau moqueur. L'oiseau moqueur, c'est un peu du sous 1984, quoi. Voilà. C'est un peu les mêmes tropes dedans, c'est un peu les mêmes poncifs, mais en moins bien, quoi. C'est pas mal, mais voilà, bref. Ah, t'as vu le film avec David Bowie, du coup? Il était bien le film? Bon voilà, ça a aussi été adapté en comédie musicale. Comédie musicale qui s'appelle Lazarus, qui est sortie en 2015. Voilà pour celui-ci. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Allez, on passe à un livre qui est pas mal politique, mais qui m'intéresse grandement.
pour le coup. Il s'agit de La journée d'un scrutateur d'Italo Calvino. Je crois pas avoir déjà lu cet auteur, on en parlait il y a pas longtemps. Je me disais, est-ce que j'ai déjà lu cet auteur? Mais en vrai, je suis pas sûre. On en parlait dans la tier list des classiques de la jeunesse. C'était Le Baron Perché. Voilà. Bon, là, c'est pas. Par contre, celui-là, c'est pas du tout un livre jeunesse pour le coup. Puisque, en fait, dans cette histoire, en fait, le roman va raconter la journée d'un homme qui s'appelle Amerigo, qui est un intellectuel communiste, qui va, en fait, comment on pourrait dire ça? Ouais, il va en fait infiltrer en gros, je sais pas, ouais, je sais pas si c'est ça exactement, bon, j'espère ne pas me tromper, une institution religieuse qui s'appelle la Petite Maison de la Divine Providence, rien que le nom déjà. Et le truc c'est que voilà, Amerigo il pense que voilà, comme c'est une institution où sont hospitalisées des milliers de personnes qui sont handicapées physiques et mentales. Du coup, il va chercher à les empêcher de voter parce que il est persuadé qu'ils n'ont pas leur libre arbitre forcément. Et en fait, voilà, ils vont être encouragés à voter pour un parti qui s'appelle la démocratie chrétienne. Alors c'est pas un parti fasciste, hein, pas un parti fasciste, mais bon, c'est un parti chrétien. C'est pas forcément très voilà. Et en fait, il se trouve que de fréquenter tous ces gens, ça va un petit peu ébranler sa conscience et ses certitudes. Voilà. Bon. Alors ouais, ils disent le prénom Amerigo est évidemment pas un hasard, hein, c'est le même prénom que Amerigo Vespucci, donc il a découvert l'Amérique, pas comme Christophe Colomb, mais voilà, en gros, parce qu'il y a ce truc d'entrer dans un autre monde. Voilà, donc c'est une histoire qui se déroule sur une seule journée, et uniquement à l'intérieur donc de cet institut religieux. Voilà, et donc on nous dit que c'est un petit peu autobiographique, parce que Calvino, il disait voilà que cette idée lui est venue pour la première fois lors des élections du 7 juin 1953. Parce qu'il avait passé lui-même quelques instants donc, dans cet institut en tant que candidat du Parti communiste. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, pourquoi il m'intéresse ce livre? Parce que, ouais, en fait, à la base, il avait prévu d'écrire un pamphlet anti-chrétien très violent, mais du coup, il s'est un petit peu calmé dans son truc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce truc, c'est que, bah, en fait, on est en plein dans la guerre froide et on est en plein 1963. Dans le rejet du communisme en fait, hein, vraiment bah voilà, après des années de stalinisme, et sachant que en fait on va apprendre, c'est à peu près à ce moment-là qu'on apprend comment l'URSS en fait traite ses opposants politiques. C'était bien dans ce livre, hein, je me trompe pas. Je me demande si c'est pas dans un autre livre. Non. Ouais, pardon, parce que je retrouve pas ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait. Donc, mais il me semble bien que c'est dans ce livre, hein. Ah ouais, attendez, parce que... Ah oui, c'est plus haut, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que ça suit, en fait, des événements qui se sont déroulés en Hongrie en 1956, qui ont révélé au monde la dureté et la brutalité de l'URSS envers les États satellites du bloc soviétique. Voilà, donc c'est ce que je disais. Du coup, ça a été un choc pour l'Europe. Et du coup, ça va ébranler effectivement les certitudes des intellectuels de gauche qui étaient quand même très communistes, hein, voilà. Et effectivement, on se dit, ouais, d'accord, le communisme, c'est finalement pas si bien. Alors, maintenant, on en revient de ça aussi parce que on sait que le communisme soviétique, ce n'était pas le communisme, c'était pas du marxisme, c'était pas du communisme tel qu'il aurait dû être appliqué, en fait, hein. C'était un communisme totalitaire qui n'était pas vraiment du communisme.
Donc aujourd'hui, c'est pas mal remis en question aussi. En fait, voilà, il y a eu tout un pan, effectivement, pendant quelques décennies où le communisme a été vachement diabolisé. Parce qu'on était là, même encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là, oui, 100 000 millions de morts du communisme. Bon, maintenant, on analyse les choses un peu plus finement. Mais coucou Estelle, comment ça va? Mais le fait est que c'est intéressant, justement, moi je trouve que c'est intéressant à lire parce que ce cas d'école, ce dilemme, en fait, on est là, ouais, mais moi je suis communiste, mais en même temps, bon, bah voilà, là, là où le communisme est appliqué, ça se passe pas bien du tout, quoi. C'est problématique. Bref, voilà, en tout cas, pour celui-ci, bon, c'est extrêmement politique, je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais moi, en l'occurrence, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on passe à un auteur que j'aime beaucoup, mais celui-là, je ne l'ai pas lu. Le marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Et honnêtement, en vrai, j'ai pas envie de le lire. Parce qu'il a l'air assez horrible. Voilà, après, Yukio Mishima, c'est pas un tendre. Hein, vraiment, c'est toujours assez particulier ce qu'il écrit. C'est toujours bien écrit en vrai, Calvino. Ok, merci Elsa. Donc, dans cette histoire, on va suivre Noboru qui a 13 ans. Qui vit seul avec sa mère. Et un jour, il va découvrir que sa mère a une aventure avec un officier de la marine marchande qui s'appelle Ryuji. Et du coup, bah en fait, Noboru au départ, il est assez admiratif. Voilà, bah c'est un marin, donc c'est l'aventure, c'est aussi les valeurs masculines traditionnelles, tout ça. Voilà, c'était à l'époque, même encore maintenant d'ailleurs au Japon. Voilà, donc pour lui, c'est un héros, c'est un aventurier glorieux, etc. Donc voilà. Le problème, c'est que un jour, Ryuji va décider de s'engager, il va abandonner la mer MER, hein, pour s'engager avec la mère MERE de Noboru. Voilà, ils veulent même se marier. Et le truc, c'est que Noboru, bah, ça lui plaît pas à lui. Même si, il admire cet homme, il veut pas qu'il se mette en couple avec sa mère parce que pour lui, bah, c'est abandonner ce qu'il est en fait, hein, c'est-à-dire le marin, aventurier, tout ça. Et en fait, du coup, il va commencer à détester cet homme qui est trop, devient trop père de famille traditionnel, tout ça. Et en fait, plus ça va aller et plus Ryuji va être critiqué. Et en fait, bon, Noboru, avec sa bande de copains, va prévoir quelque chose de pas cool. Et j'en dis pas plus. Je dis pas cool, c'est un euphémisme. Et j'en dis pas plus. Mais voilà. Voilà, ça a l'air. En vrai, ça a l'air intéressant. Mais bon, déjà, je crois qu'il y a un gros trigger warning chat hein, dedans. J'ai vu. J'ai vu un truc avec le chat. Donc bon, rien que pour ça, je suis pas sûre d'avoir envie de le lire. Bon voilà, on nous dit que c'est à l'image d'une tragédie grecque. Où Eros et Thanatos s'enlacent. Oui, en fait, c'est un peu le père et le fils, mais à l'opposé, quoi. L'enfant qui cherche un modèle, ouais, c'est ça, voilà. Mais du coup, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il faut tuer le père. Ouais, bon, c'est clair qu'il y a toujours, oui, voilà, il y a toujours un sens aigu de la tragédie chez Mishima, ça c'est clair. Hein. Vraiment, Mishima, il adore la tragédie, il adore tout ce qui est, tout ce qui est, comment dire, une grandiloquence, mais horrible en fait. C'est vraiment, voilà, lui, c'est la beauté dans la violence, hein, c'est un peu ça, hein, vraiment. Bon, voilà. Et puis, on sait aussi que Yukio Mishima, c'était un gros conservateur. Hein, donc, ça peut... à la fois conservateur et en même temps, il était gay et, il était très... Il y en a même qui disent qu'il était non-binaire et tout ça, parce qu'il était très... très changeant sur son identité de genre, en fait, et très fluide, on va dire. Mais tout en étant ultra conservateur et c'est très paradoxal et c'est ce qui a mené à sa mort hein, d'ailleurs mais bref
Alors, vous avez aimé, du coup? Ah, il est glauque, mais t'as adoré. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que vous, vous lisez les mêmes livres. Voilà pour celui-ci. Ouais, moi, de toute façon, je continuerai la biographie de... La biographie. La bibliographie. En même temps, des fois, c'est un peu sa biographie aussi, mais la bibliographie de Mishima. Clairement. Ouais, il y a un film. C'est un film britannique, étonnamment. Réalisé par Lewis John Carlino. Avec dans les rôles principaux Chris Christopherson et Sarah Miles. Je sais pas du tout qui c'est, mais voilà. Et il y a aussi eu un opéra écrit par Hans Werner Henze, qui est un compositeur allemand. Voilà. Sachez-le. Ensuite, alors on change de style avec l'album Max et les Maxi Monstres de Maurice Sendak, voilà, qui fait partie des... Alors j'ai failli le mettre hein, d'ailleurs dans les classiques jeunesse, mais comme j'avais dit que j'excluais les albums, je ne l'ai pas mis, mais clairement il aurait pu y figurer. Donc ouais, en fait, dans cette histoire, on suit les aventures imaginaires d'un petit garçon qui s'appelle Max, hein, vous l'aurez deviné. Parce que voilà, il a été puni un jour, il a été envoyé dans sa chambre sans dîner et du coup il va partir. Alors ouais, c'est ça en fait. Il va créer une espèce de jungle avec son imagination et il va partir en voyage dans cette jungle-là et il va rencontrer donc des maxi-monstres qui sont des monstres horribles, mais Max arrive à les soumettre avec son regard et du coup il va devenir le roi des maxi-monstres. Voilà, donc on va suivre un petit peu ses aventures. Donc il a reçu la Caldecott Medal en 1964, ainsi que le Boston Globe Horn Book Award. Et il fait partie des livres notables de l'American Library Association. Mon accent de merde. Bon voilà, y a eu 40 milliards d'adaptations et de références dans la culture populaire. Pour ça, j'ai mis film 2009. Donc, il y a un opéra pour enfants en 1980. 2 adaptations en dessin animé. Une en 1973 et une en 1982. Même 3 en fait, parce qu'il y en a une en 88 aussi. Un ballet, parce que pourquoi pas, en 1997. Et enfin, le film en 2009, réalisé par Spike Jonze. Et donc plein de références dans la culture populaire, dans les Simpsons, dans Buffy, Drawn Together, je sais pas ce que c'est, dans les Griffins, dans South Park, dans les Frères Scott, dans la musique aussi pas mal, dans Labyrinthe. Bref, enfin voilà, je les cite pas tous, mais ouais, dans la musique, Metallica, Orelsan, et j'en passe, Fall Out Boy, et j'en passe des meilleurs. Et même dans le dieu dans l'ombre de Robin Hobb. Et même dans One Piece. Bref, c'est vraiment un livre ultra connu et ultra cité, quoi. Voilà pour... Ouais, il est partout, c'est un truc de fou, quoi. Il est partout, ce livre. Je l'ai même pas lu, moi. Alors là... C'était déjà plus ma génération, en fait. Donc, ouais. Voilà pour celui-ci. On passe à un livre que j'ai lu. Il y en a toujours un que j'ai lu. Et là, cette fois-ci, c'est celui-ci. C'est Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, autrice autrichienne. Le livre est écrit en allemand. Et ouais, c'était difficile à classer ce livre. Bon, c'est techniquement de la SF parce que c'est un truc un peu
post-apo, mais en même temps, c'est pas vraiment basé là-dessus non plus. Enfin, si, c'est basé là-dessus, mais disons que les conséquences sont plus importantes que les causes, on va dire, hein, voilà, puisque donc dans cette histoire, la narratrice, on connaît pas son nom, va rejoindre pour le week-end, je crois que c'était ses parents, parce que là je vois c'est sa cousine et son mari, moi dans ma tête c'était ses parents, mais bon, ok. Donc elle va rejoindre sa cousine et le mari de sa cousine dans leur pavillon de chasse. Et le truc c'est que le couple va partir, ouais je me souvenais plus exactement je me rappelais qu'ils partaient, mais ils partent dans une soirée au village voisin, et donc la narratrice reste seule au chalet avec leur chien. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent pas. Le lendemain matin, ils sont toujours pas revenus. Donc elle va partir à leur recherche. Mais sauf que, alors qu'elle avance sur le chemin, elle va rencontrer un mur invisible. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a tout un mur invisible autour d'elle et qu'elle est coupée du monde. Et en fait, on va suivre un peu. Alors, elle écrit dans un journal. Et on va suivre un peu comment elle va se démerder là-dedans en étant toute seule. Donc il va y avoir des animaux qui vont entrer en jeu, etc. Et voilà. J'en dis pas plus. Ah oui, dans la forêt, lui doit beaucoup. Bon, moi, je dois vous avouer que j'ai pas trop aimé. Il m'a un peu fait chier ce livre en vrai. J'avais trop de mal, et puis bon, le truc des animaux et tout, je sais pas, j'avais trop de mal avec ce livre. Voilà. Est-ce qu'on nous dit quelque chose d'intéressant? Oui, contexte décrit très proche de la réalité, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile de dire science-fiction, parce qu'en fait, il y a juste le seul aspect fantastique de l'histoire, effectivement, c'est ce mur invisible. Et voilà, c'est vraiment le seul truc. Et du coup, voilà, c'est surtout effectivement un retour à la nature. Voilà, les végétaux, les animaux, tout ça. Bon, c'est peut-être moi, je pense que j'ai un peu de mal avec ça. D'ailleurs, j'ai eu du mal aussi avec Dans la forêt, honnêtement. Je pense que j'ai un peu du mal avec les récits de retour à la nature. C'est pas, voilà, c'est pas ce qui me plaît. Donc, il y a ça aussi. Voilà, puis en plus, je sais pas. Pourtant, c'est le genre de roman que j'aime d'habitude, parce que moi, j'aime bien les trucs introspectifs. Les huis clos aussi, j'aime beaucoup. Euh, mais là, je sais pas, j'ai pas accroché. Mais je pense que c'est vraiment le truc par rapport à la nature, en fait. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a... Enfin, encore qu'il n'y ait pas de réponse, ça me gêne pas tant que ça, parce que j'ai lu pas mal de livres comme ça où il n'y avait pas de réponse, mais qui m'ont plu quand même. Là, je sais pas. Bon, mais c'est clair qu'il faut le dire, il n'y a pas de réponse, hein. Je préfère le dire. Voilà. Voilà, voilà. Donc oui, on nous dit que c'est devenu une référence de l'écoféminisme. Parce qu'il relate la reconstruction par une femme d'une vie organisée au sein d'une nature, tantôt violente, tantôt nourricière, voilà. Et c'est Digly qui a relancé l'intérêt pour le livre en France sur Instagram, elle a propulsé le livre en tête des ventes Amazon, voilà, en 2019. Et donc voilà, le livre a reçu le prix Arthur Schnitzler en 1963, et il y a eu donc un film en 2012 dont je n'avais jamais entendu parler d'ailleurs, film éponyme. Ah, t'as pas du tout aimé le film? Bah alors, ok. Mais bon, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Alors, on vient sur un truc plus classique, un petit Agatha Christie, un petit Hercule Poirot d'ailleurs, avec donc les pendules. Ouais, c'est marrant parce qu'on nous dit que dans le roman, l'autrice présente une analyse d'Hercule Poirot sur l'art du roman policier.
dans laquelle sont mélangés des auteurs réels, Gaston Leroux, Arthur Conan Doyle, etc., et des auteurs fictifs. Notamment un auteur qui s'appelle Ariane Oliver, qu'on rencontre dans plusieurs romans de l'autrice. Donc dans cette histoire, on va suivre Colline, qui est un agent des services secrets, qui est en pleine enquête sur une de ses affaires, et qui va tomber sur une sténodactylo dans une agence de secrétariat qui est envoyée pour une mission ponctuelle chez une femme. C'est un peu confus leur synopsis là. Hein. J'ai lu ça moi tout à l'heure, je me rappelle pas. Avec comme instruction d'entrer directement dans la demeure non verrouillée si la cliente est absente. D'accord, ok, pour l'attendre. Et donc, alors qu'elle arrive sur place, elle va découvrir un salon rempli de pendules, mais aussi le cadavre, accessoirement, le cadavre d'un homme sur le sol, et une cliente aveugle qui ne sait pas qu'il y a un cadavre chez elle. Et donc, voilà, et en plus, on va découvrir que cette femme, qui s'appelle Miss Pebmarsh, qui est aveugle, n'avait demandé aucun service à la sténodactylo. Et du coup, Colline, donc on revient sur l'agent des services secrets, va appeler Hercule Poirot pour l'aider à résoudre l'affaire. Voilà. C'est très confus, hein. Mais bon, on aura compris les grandes lignes. Voilà, bon bah écoutez, moi je sais pas, je l'ai pas lu, hein, celui-ci, je sais pas s'il est bien. Il a plus la tête d'un téléfilm. Ah oui, tu veux dire le film du Mur Invisible, ok. Parce que là, il y a vraiment eu un téléfilm pour le coup. Donc voilà pour ce petit Agatha Christie. Allez, bon, je pense que ça sera le livre le plus connu de la sélection. Et Cocorico, parce que c'est le seul livre français, accessoirement, de la sélection. D'habitude, il y en a plus. Là, il n'y en a qu'un seul, mais pas des moindres. Hein, parce que vraiment, oui, je pense que oui, c'est le plus connu. C'est clairement le plus connu. La planète des singes, de Pierre Boulle. J'ai pris plus de place pour mettre les adaptations que pour le pays, la maison d'édition. C'était voilà, vite fait. 15 milliards d'adaptations. Donc, alors, il y a trop à dire sur ce livre, mais je vais essayer de pas trop m'étaler, hein, parce que vraiment, voilà, donc évidemment, énorme succès commercial, traduit dans de nombreuses langues, tout ça. On suit 3 hommes qui explorent une planète lointaine similaire à la Terre où les singes sont les espèces dominantes et intelligentes, alors que l'humanité, elle, est réduite à l'état animal. Et du coup, le narrateur qui s'appelle Ulysse, encore lui, va être capturé par les singes et se retrouver enfermé dans un laboratoire, et donc il va devoir prouver son intelligence aux singes et aider les scientifiques. Il va aider les scientifiques à retrouver les origines de leur civilisation. Voilà. J'en dis pas plus. Et donc, c'est un livre. Ouais, moi j'ai pas. Alors moi j'ai vu pas mal d'adaptations, mais j'ai pas lu le livre. C'est un livre qui est une satire de l'humanité, de la science et de la guerre. Ça, on le voit bien, ouais. Ça aborde aussi les thèmes de l'instinct, de l'évolutionnisme et de la société humaine. Et donc, voilà. Et donc, en fait, l'idée du roman est venue en 1962 à l'écrivain. Il lui a pas fallu longtemps pour écrire son livre. Hein, lors d'une visite au zoo, en observant les gorilles. Et il dit qu'il était impressionné par leurs expressions quasi humaines, et donc il s'est mis à imaginer ce que serait une relation homme-singe. Certains croyaient qu'il avait King Kong en tête lorsqu'il a écrit son livre, mais c'était pas le cas. Et donc en fait, il va se mettre à réfléchir à ce qui se passerait si les grands singes étaient les gardiens du zoo et que lui-même était en cage. Voilà, il a inversé les rôles, hein, autrement dit.
Et donc il va démarrer la rédaction d'un récit sans savoir où ça le mènerait. Il y a des génies comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu les boules, hein. Voilà, en plus, on me dit, voilà, il n'a pas travaillé de manière linéaire, il a travaillé par strates. Donc il a construit l'intrigue et le détail des événements au gré de son inspiration. Non mais c'est bien, c'est intéressant de savoir comment travaillent les auteurs. Donc il a rédigé un manuscrit qu'il a retravaillé, il a raturé 2 versions dactylographiées et en fait il a rajouté finalement à la main des choses et voilà, et il va mettre 6 mois pour écrire son roman. 6 mois, mais c'est que dalle. C'est un truc de fou quand même. C'est les 6 mois les plus rentables de l'histoire, hein. Le mec, il a travaillé 6 mois et il s'est fait de la thune pour le restant de ses jours. C'est un truc de fou quand même. Alors lui, GG quoi. Vraiment, c'est incroyable cette histoire. Donc voilà, bon après voilà, je vais pas rentrer dans la description du roman, les personnages, tout ça. Alors parmi les thèmes abordés, ah oui, il dit que en fait Pierre Boulle il considère pas son roman comme de la science-fiction. Il dit pour lui, les singes ne sont pas des monstres, ils ressemblent aux hommes comme des frères. Et la science-fiction, c'est juste un prétexte pour aborder d'autres thématiques comme les relations entre les hommes et les singes. Voilà. Donc il est vraiment à fond là-dessus, hein. Euh, Donc, les sujets abordés, donc le voyage comme aventure. Alors d'ailleurs, évidemment, encore une fois, Ulysse. Donc là, c'est Ulysse comme le héros de l'Odyssée. L'instinct, on nous dit... Voilà, Pierre Boulle, il aime bien mettre en avant le travail de l'instinct. Je rentre pas dans les détails, hein, parce que sinon j'y suis encore demain. L'évolutionnisme, évidemment, hein, théorie, il reprend donc les thèses de Charles Darwin, hein, dans son histoire. Satire de l'humanité, voilà, thème philosophique et satirique, utilisant le principe des rôles inversés pour mettre en exergue les travers de la société humaine. Donc finalement, un livre un peu pour la cause animale, hein, voilà, clairement. Réflexion sur l'animalité de l'homme aussi. Voilà. Alors, ils disent que c'est quand même, même s'il suit les théories de Darwin, il est quand même un petit peu empreint de créationnisme, on nous dit. Voilà. Mais sa réflexion est quand même profondément évolutionniste. L'animal est toujours présent dans l'être humain, car il assouvit toujours ses besoins primaires. Et donc l'auteur met en garde l'homme contre la tentation de la paresse intellectuelle. L'effort est nécessaire pour la survie de l'humanité. Bon, ça après, on est d'accord ou pas, hein. Donc réflexion sur la société humaine d'une façon générale. Critique de la science. Alors, ça c'est intéressant ou pas, hein, mais enfin c'est intéressant même si on n'est pas d'accord, je veux dire. Donc il se moque du refus de l'esprit critique et du fait que la vérité doit l'emporter sur la raison. Il démontre même que toute conclusion scientifique erronée peut être présentée comme vraie avec cohérence. C'est pas faux en vrai, hein. C'est vrai que la science a ses limites aussi, hein. La science n'est pas une, je vais dire, la science n'est pas une science exacte. Mais bon, à choisir. Mais bon, c'est intéressant, hein, quand même. Voilà. Critique de la guerre. Bon, voilà. Livre très vite traduit en plusieurs langues, dont le portugais et l'anglais. Il aurait dû faire une suite en 3 mois, ça aurait rapporté le double, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il n'a pas fait de suite, ouais. Bon, après, les adaptations au cinéma ont eu énormément, suffisamment de suites, j'ai envie de dire, voilà. Tout. Donc voilà, traduction dans pas mal de langues. Pierre Boulle n'a jamais considéré ce récit comme l'un de ses meilleurs romans. Il le voit plus comme un plaisir de fantaisie. De fantaisie IE, hein, pas de fantaisie le genre. J'avais lu un truc intéressant aussi. Alors, c'est pas fini. Influence. Ouais, certains critiques voient comme principale influence du récit Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift.
Le Micromégas de Voltaire ou Les animaux dénaturés de Vercors. Ok. Mais ouais, Pierre Boulle semble plus être un... Non, semble de plus être un héritier de H.G. Wells. Ça reprend la machine à explorer le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Et même un peu l'île du docteur Moreau aussi, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, après, voilà. Inspiration Jules Verne, Charles Darwin, évidemment. Edgar Rice Burroughs. Tarzan, ouais, Tarzan, Seigneur de la Jungle, eh ben oui. Il y a pas mal de... Effectivement, hein, même Kafka, on nous dit, bon voilà, pas mal d'inspiration. Et donc, voilà, alors c'est là j'ai rigolé. Pierre Boulle ne pensait initialement pas que son roman deviendrait un film. Il lui semblait difficile de ne pas en faire un film ridicule. C'est quand même ouf, quoi, quand on y pense. Voilà. Bah voilà. Comme quoi. Et donc, saga cinématographique composée de 10 films. Donc, La planète des singes en 68, Le secret de la planète des singes en 70, Les évadés de la planète des singes en 71, La conquête de la planète des singes en 72, La bataille de la planète des singes en 73, La planète des singes en 2001, La planète des singes, Les origines en 2011, La planète des singes, l'affrontement en 2014, La planète des singes, suprématie en 2017 et La planète des singes, le nouveau royaume en 2024 que je suis allée voir au cinéma. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais... Et puis il y a eu aussi une série télé en 74 et une série d'animation en 75 et puis des bandes dessinées régulièrement publiées depuis 1968. Bon voilà. Et des jeux vidéo. Oui, j'ai mis 2018, mais en fait 2018 c'était pour la fin des jeux vidéo. J'ai oublié les jeux vidéo. 4 jeux vidéo. La planète des singes 2001, Revenge of the Apes 2003, Last Frontier 2017 et Crisis on the Planet of the Apes 2018. Voilà. Coucou Géraldine, comment ça va? Donc, bon, voilà. Hein. Parce que le gars s'est fait de la thune pour longtemps, là. GG. Bah, GG Pierre Boulle. Le pire, c'est qu'il est quand même parti d'un truc à la con. Mais c'est ça qui est drôle. Hein. C'est qu'il est quand même parti d'un truc à la con, quoi. Le mec est allé au zoo. Il dit, ah tiens, ouais, les gorilles, ils ont des expressions humaines. Et qu'est-ce que ça faisait si on inversait les rôles? Ouais, ça va très bien, merci. Allez, je vais écrire un livre là-dessus. 6 mois, bim. Bon, après, voilà, c'est qu'il y a quand même un travail. Enfin, un travail, je veux dire, voilà, il y a un... Il y a un génie derrière, quoi. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est bien écrit, c'est bien écrit. Et puis voilà. Et puis c'était quand même original à l'époque. Hein, donc, oui, voilà, clairement, c'est un génie. C'est clairement ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça. C'est sûr que ça a dû foutre les boules à pas mal d'auteurs. Les boules, c'est le cas de le dire. Ah, quel jeu de mots, j'ai pas fait exprès, mais... En l'occurrence, Pierre Boulle, il a bien foutu les boules, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça, bah, fallait avoir son talent. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Après, il a pas écrit que ça, hein. C'est pas son seul livre. Hein. C'est quand même un grand auteur, quoi. Bref, voilà en tout cas pour cette planète des singes. Cocorico, encore une fois. Allez, il en reste 3. Je pensais finir avant 22h, mais au final, j'ai un peu traîné quand même. Hein. Allez, on retourne sur de la bonne vieille SF américaine des familles, avec Les Seigneurs des Sphères de Daniel F. Galouille. Je suis pas sûre de la prononciation, là, pour le coup. Je pense pas que ça se prononce comme ça. Et dans cette histoire... On nous dit que tous les 25 septembre, c'est le jour de l'épouvante. C'est le jour où les sphères extraterrestres tentent de capturer la Terre pour en faire un astre satellite, prisonnier d'un autre système solaire. Ça a l'air très sympathique. Et du coup, ça va être à chaque fois l'occasion d'un raz-de-marée de destruction en chaîne, d'immenses dégâts.
Et on va suivre en fait quelques soldats survivants de la Troisième Guerre mondiale qui sont isolés au milieu des ruines des cités détruites et qui vont tenter donc de lutter contre l'occupant. Mais aussi contre une secte folle qui voit dans les sphères extraterrestres les anges de destruction annoncés par l'Apocalypse. Bon, on est clairement dans une critique du Troisième Reich et aussi une critique de la religion. Hein. Je crois que là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Bon, voilà, on est en 1963. Hein. Donc, on nous dit voilà, que ça se déroule 15 ans après la dévastation de la Terre par donc, les extraterrestres. Et voilà, on va suivre donc ces soldats. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire ? Non, pas plus. Pas plus, mais voilà. En fait, je trouvais le synopsis sympa. Donc, je l'ai mis. Petit post-apo, hein. Petit post-apo, voilà, de guerre contre les extraterrestres. C'est assez classique, hein. Mais voilà. Après, j'ai vu des trucs intéressants dans le concept et tout, mais je ne vais pas rentrer... je vais pas rentrer dans les détails. Parce que je ne veux pas spoiler. Voilà. La couverture horrible, oui, clairement. Clairement, la couverture est dégueulasse, c'est vrai. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Clairement, clairement. Allez, bon, je passe vite sur celui-ci. Allez, on change de style avec un récit de voyage suisse. Ça change des Américains. L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Donc, c'est un récit d'un voyage effectué par deux amis. Par deux amis. Comment ils s'appellent ? Est-ce qu'on a dit leur nom ? En fait, je viens de percuter, mais c'est biographique en fait, c'est autobiographique. Bah oui, je suis con. J'avais pas fait gaffe, pardon. Bon, ça m'arrive souvent ça. Oui, parce que c'est Bouvier lui-même et Thierry Vernet qui est son illustrateur. Voilà, tout simplement. Ah, c'est magnifique, d'accord, ok. Et en fait, ils vont voyager de Genève à la passe de Khyber, c'est quoi ça ? Montée de 58 km sinuant entre les monts Safedko et Karmoud. Ah, l'Afghanistan. Ah oui, d'accord, ok. Entre l'Afghanistan et le Pakistan, ok. De juin 1953 à décembre 1954, à bord d'une petite Fiat 500 Topolino. C'est marrant. Et donc, voilà, ça va devenir un grand classique de la littérature de voyage. C'est marrant parce que ça parle... Enfin, ça parle... Il y a Mona Chollet qui a fait une critique de ce livre en disant que Nicolas Bouvier fait preuve d'une érudition stupéfiante pour un jeune homme de 25 ans et qui ne sépare jamais le sublime du trivial, le poétique du pragmatique et la vie intellectuelle de la vie tout court. Ok. Voilà, ouais, il n'y a pas grand-chose de plus sur ce livre, mais je l'ai mis parce que apparemment il a pas mal marché et bah ouais, c'est un classique de la littérature de voyage. Moi, j'avoue, je suis pas forcément... C'est pas du tout mon genre de prédilection, on va dire. Ah, il y a même une école au nom de Bouvier à Genève. Ok, c'est bon à savoir. D'accord, d'accord. Ouais, moi, c'est pas mon genre de prédilection, j'avoue. Je préfère voyager moi-même que de voyager par procuration. Mais, mais ok, voilà. Mais ça doit pas être inintéressant pour le coup. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et on termine avec un roman américain, mais cette fois, c'est ouais, contemporain, un peu espionnage. Je savais pas trop comment le classifier, celui-là. En plus, je l'ai pas lu, donc voilà. Il s'agit de V ou V de Thomas Pynchon.
qui va parler des tribulations de Benny, qui est un ancien matelot de l'US Navy, qui va rencontrer un groupe d'artistes pseudo-bohèmes qui se fait appeler la Tierce des Paumés. Et on va suivre notamment aussi un homme qui va être engagé dans une quête pour identifier et localiser une entité mystérieuse qui ne connaît que sous la vague dénomination de V. Voilà, donc je ne sais pas si c'est du fantastique, je ne sais pas. J'en sais pas plus, c'est pas vraiment précisé, c'est pas catégorisé SF. Voilà, donc le livre a reçu à sa sortie le prix William Faulkner, qui récompense les jeunes auteurs. Voilà, pareil, j'en sais pas plus. T'en as lu un de Pynchon, je pense pas que c'était son meilleur. D'accord, ok. Voilà, j'avoue, j'ai pas énormément d'infos sur celui-ci. Voilà, c'est plus un résumé détaillé de l'histoire qu'autre chose. Voilà, bon, j'avoue, les 3 derniers livres, je suis pas. Après Pierre Boulle, les autres, ils ont. Ouais, il y avait plus rien à dire, c'était fini. Bon, voilà, en tout cas, pour ces livres, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie d'en lire certains. Moi, j'avoue, c'est surtout les 2 livres féministes là, enfin féministes. La cloche de détresse, je pense que c'est un petit peu féministe quand même, mais voilà, la cloche de détresse et la femme mystifiée, clairement. Et le Italo Calvino aussi. Très envie de le lire aussi, celui-ci. Par curiosité. Ah, le Yukio Mishima, oui, en même temps, parce que c'est Yukio Mishima, quoi. Voilà. Voilà. C'est marrant parce que, ouais, j'en ai toujours un de lu, un dans ma palle. Quoique, techniquement, l'Agatha Christie est dans ma palle parce qu'il est dans ma collection d'Agatha Christie, là, qu'il faut que je lise, donc, ouais. Voilà. Pour ce lit rétro. Alors, ouais, le petit retour de Karine qui avait ses pronostics. T'en avais 11 sur 19. Ok. Il te manquait Les Arnaqueurs au Carrefour des Étoiles, Le Berceau du Chat. Oui, parce que c'était pas des gros livres. Le Centaure, Grand Voyage, En Scrutateur, La Planète des Singes. Non, il te manquait pas La Planète des Singes quand même. Non, c'est ceux que t'avais, ça. Rassure-moi. Genre, t'avais pas la. Non, mais si, ça, c'est ceux que t'avais. Non? je... je bug là. 1, 2. Ah ouais, mais genre, t'avais pas La Planète des Singes. Attends, mais du coup, t'avais lesquels? T'avais le si mais non. Attends, t'avais pas non plus Les Arnaqueurs. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, t'as fait vite, ok, d'accord. Ah, je suis étonnée, ouais, du coup. Ah oui, t'avais le mur, t'avais quand même, ouais, le mur invisible. T'avais toutes les femmes, en fait. T'avais toutes les femmes. Ok. Ce qui est bien. Ce qui est très bien, au final. Ouais, c'est marrant. Ouais, t'avais vraiment toutes les femmes. Voilà. Oui, bah oui, forcément, auteur suisse, c'était sûr. Ok. Ah, c'est marrant. Ok. Oui, Max et les Maxi Monstres, oui. C'est vrai que voilà, La Planète des Singes et Max et les Maxi Monstres, je pense que c'est les deux plus connus là dans cette sélection là. Hein. Oui, t'en avais des noms cités, ouais, tiens, c'est effectivement une bonne question. Ça, c'est possible. Ah, t'avais des BD, d'accord. Ouais, c'est vrai que je mets jamais des BD. Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué des BD parce que c'est souvent à cette époque-là, ça faisait partie de longues séries. C'était pas des one-shot, voilà. Donc bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bref. Oui, alors, pardon. Tire au toto de la mort. Au service de Sa Majesté, je l'ai pas mis parce que bon, j'avais parlé déjà de James Bond la dernière fois et c'était un tome 11, je crois. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, j'ai enlevé ce qui était des tomes, Fantomètre, voilà, ça c'est Astérix, Fantomètre, tout ça, c'est des tomes, donc je les mets pas.
Albert Camus par lui-même, oui, je l'ai vu passer. En fait, voilà, en gros, je vais te dire, voilà, pareil, j'ai vu passer L'espion qui venait du froid, La Bête, tout ça. Je les ai pas mis parce que il y avait très très peu d'infos dessus. Et quand il y a très très peu d'infos, voilà, déjà là j'en ai mis qu'il y avait peu d'infos. Mais ouais. Ah oui, Fantomètre, c'est très très vieux. Hein. C'est très très vieux, Fantomètre. Hein. Le Club des 5 aussi, hein. Tout ça c'est très très vieux. Hein. Et oui, c'était la bonne époque. D'ailleurs, je regardais une petite vidéo là qui disait qu'avant avant la bibliothèque rose, c'était pour les petits et la bibliothèque verte pour les un peu plus, on va dire les préados quoi. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, la bibliothèque rose c'est pour les filles et la bibliothèque verte pour les garçons. Fatigue. C'est fou quand même, hein. C'est fou parce qu'il y a vraiment un truc marketing qui s'est créé, qui a vraiment encore plus agrandi le fossé entre les enfants filles et les enfants garçons, quoi. Vraiment, c'est débile, quoi. Avant aussi bien les filles que les garçons lisaient le Club des 5, Fantomètre et tout ça, quoi. Enfin, mais maintenant, il faut être séparé, quoi. C'est vraiment... je comprends pas. Alors que pourtant, le féminisme voudrait qu'on aille dans le bon sens, normalement, hein. Mais non. Eh ben non. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est trop bien, le Club des 5. Et oui, c'est triste. Bref. Allez, je vais dire au revoir à YouTube. Déjà, pour commencer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, possible que ce soit un bilan lecture. Comme d'hab, il faudrait que je pense de temps en temps à regarder avant le live quelle sera la prochaine vidéo. Ça serait peut-être un peu utile. Oui. Non, ça sera un top. Ça sera un top des romans de mon enfance. Tiens, bah, c'est marrant parce qu'on parlait du Club des 5 et tout ça, et de Fantomètre. Bon, bah oui, clairement, ça va. Ça va en faire partie. Ouais, un top des livres de mon enfance, d'une façon générale. Voilà. Ça va être ça. La prochaine vidéo. Dans ouais, un petit moment, hein, parce que ouais, il y a un peu d'écart entre les vidéos en ce moment, mais pour diverses raisons. Donc, merci YouTube, et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.